Alors aujourd'hui, je suis avec une femme assez incroyable, c'est pour ça que je voudrais vous la présenter. Et je l'ai écoutée dernièrement lors d'une conférence qu'elle a fait, oui, vous écoutez bien, une conférence qui était au Cercle des dirigeants d'entreprise. J'ai à ma gauche, souriante, pleine de vie. C'est la droite, François. Oui, mais vous êtes bien à gauche là. Et bien à droite, on est bien d'accord. Donc vous remarquez que j'ai une femme qui est pleine de vie, qui a un âge certain, elle vous le dira peut-être, parce que moi ça m'a interpellé. 78, 78. Voilà, c'est lancé. Et donc j'ai à mes côtés Viviane De Witt, que j'ai souhaité, non pas interviewer, mais échanger avec elle, parce qu'elle a un état d'esprit qui est hors norme. Elle fut, on peut le dire, la première femme À tenir le marteau à Drouot, commissaire-priseur. Voilà. Alors expliquez-nous. Expliquez-nous. Alors c'est très simple, avant moi, il y avait que des hommes qui n'avaient absolument pas envie d'avoir des femmes parmi eux. Et j'ai donc cassé le plafond de verre, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que la même année, le président de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris avait une fille, pas d'enfant mâle à qui passer l'étude, une vieille étude de plusieurs dizaines et même une centaine d'années, et donc avait envie que les femmes puissent être commissaires-priseurs. Je me suis lancée dans la mêlée. Donc, je suis arrivée première femme, et là, au milieu d'hommes qui n'avaient encore une fois pas envie de me voir arriver. Mais au bout d'un moment, les messieurs sont très sympas, c'est-à-dire qu'ils jouent le jeu. Ils vous testent, si vous êtes compétente, tout va bien. Alors que les femmes, croyez-moi, ce sont les femmes les plus compliquées. Quand j'arrivais pour un partage de succession, par exemple, j'arrivais et il y avait une dame qui était là qui me disait « Ah non, un commissaire-priseur, c'est un homme. Moi, je ne veux pas traiter avec une femme. » Et là, je pensais que c'était des femmes plus difficiles à convaincre que les hommes. Oui. Enfin, je note déjà, vous aviez un état d'esprit, enfin, vous avez toujours un état d'esprit d'oser et d'audace. Oui. C'est ce qui marque votre parcours, c'est pour ça que je souhaitais qu'on puisse en parler, parce que première femme commissaire-priseur, mais il n'y a pas que. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Après Viviane. avoir été commissaire-priseur, Oui. je suis arrivée à Genève. Oui. Je fais partie de la fournée des Français qui ont quitté la France. Et comme j'avais la nationalité suisse par un premier mariage, eh bien je me suis dit, je vais dans mon deuxième pays, qui est beaucoup plus accueillant que le premier. Et je suis donc arrivée en 95. Allez. Et là, j'ai monté, au bout de quelques temps, un salon d'art en collaboration avec le propriétaire de la marque qui s'appelait Daniel Gervis, qui est un galeriste parisien. Et nous avons, à Palexpo, ouvert 2 ans, et seulement 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, le salon de la haute horlogerie nous a fait des petits ennuis, et on a donc dû abandonner. Quelque temps après, ayant dû abandonner le salon de Mars, je me suis aperçu que 2 messieurs charmants voulaient remettre ce qu'on appelait les arts ménagers de Genève, qui emportaient la vice-présidence de Palexpo. Donc je me suis dit, je vais acheter les arts ménagers de Genève et je vais arriver en patronne des gens qui m'ont fichu à la porte l'année d'avant. C'est jouissif. Ah ben oui, évidemment, la revanche, le retour. Mais ça ne dure pas longtemps parce que l'État de Genève, en la personne de M. François Longchamp, a voulu récupérer Palexpo, a voulu racheter toutes les foires. Moi, j'ai pas voulu vendre. Enfin, ça a été très compliqué. Ils m'ont offert, je dois dire, un prix très correct, mais comme je n'ai pas voulu vendre, après ça a été encore plus compliqué et il a fallu que je lâche pour un franc symbolique, ce qui n'était pas exactement mon rêve, vous l'imaginez. Voilà, et puis parallèlement à ça, j'ai eu la chance d'avoir un jour au courrier un grand papier écrit en rouge « Au secours ». Au secours, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était la radio des églises qui, malheureusement, allait déposer le bilan. Et je me suis dit, une radio qui s'arrête, c'est une voix qui s'éteint, c'est grave. Et j'ai voulu reprendre, et pendant 20 ans, j'ai fait de la radio. 20 ans. Puis, oui, et puis en 2025, fin 2024, 2025, l'Ofcom a redistribué les subventions, m'a retiré ma subvention, tant pis. Donc j'ai arrêté la radio. Mais au moins vous avez servi, si je puis dire, les bonnes œuvres, les bonnes causes. Alors nous sommes devenus, enfin la Radio Cité, puisqu'il s'agit de Radio Cité, est devenue la radio culturelle de Genève. Et je suis très fière d'avoir fait ça. Je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent « Oh madame, quel dommage que vous ayez arrêté ».
Ah oui, mais sans subvention, c'était pas possible parce que c'était une radio complémentaire, on n'avait pas le droit de faire de la publicité. Donc pas de publicité, pas de subvention, vous vivez de quoi? Et bien sûr. Donc vous êtes une femme de conviction et une femme de foi. De foi, oui, à chaque fois j'y crois. Et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Ah ben c'est bien, c'est très très bien. Mais je dirais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a d'autres aventures après. Non, bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai 3 enfants. J'ai 9 petits-enfants, même 4 arrière-petites-filles. Et un jour, l'aîné de mes petits-enfants, qui à l'époque a 18 ans, vient dans la propriété dont j'ai hérité, en Seine-et-Marne, sud-est de Paris. Et regardant le parc, me dit « Ami », mes petits-enfants m'appellent Ami, pas Mamie, hein, Ami, raconte-moi ta vie d'enfant dans cette propriété. Comme je suis né en 1947, je raconte la vie d'autrefois. Et il me dit, mais Ami, tu dois absolument transmettre cela. Parce que lorsque tu ne seras plus de ce monde, les gens qui raconteront l'histoire, ils l'auront lu dans des livres. Et avec mon mari, on s'est senti investis d'une sorte de devoir de passer cette culture, de passer ce savoir. Et on a créé le musée de la vie d'autrefois, qu'on a mis 15 ans à faire, qui a ouvert il y a 8 ans, qui est donc en Seine-et-Marne Sud, à 13 km de Provins, la ville médiévale, et qui l'année dernière a eu 10 600 visiteurs, ce qui n'est pas immense, mais qui est quand même pas mal. C'est déjà bien, pour un musée de campagne. On nous a même le Parisien, le journal Le Parisien. On en reparlera, on va faire une autre partie sur le musée parce que ça mérite vraiment. Par contre, ce que je voudrais demander à Viviane, c'est qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent? Est-ce que je suis la personne qui doit donner des conseils? Vous avez certainement des conseils vu votre expérience de vie. Alors, j'ai eu beaucoup de maris charmants, avec qui je suis toujours restée amie, une fois qu'on s'était quittés. Ça, c'est un conseil? Je ne sais pas si c'est un bon conseil. C'est pour ça que je vais commencer par vous dire, mon cher François, suis-je la personne qui doit donner des conseils? Sur 3 enfants, j'ai 2 enfants naturels, parce que j'ai eu 3 maris signés à la mairie. Mais j'ai fait 2 enfants de mes 3 enfants avec un monsieur avec qui je n'ai jamais été mariée, à 10 ans d'intervalle. Alors, suis-je la personne qui doit donner des conseils? Ce que je peux dire, c'est que j'ai aimé la vie, beaucoup aimé ces messieurs, qui me l'ont bien rendue et qui m'ont fait la vie heureuse, m'ont donné aussi des bons conseils pour le coup. Oui, mais enfin, c'est pas oui, mais c'est vous avez aimé la vie, vous aimez la vie. J'aime la vie. Et de ce fait, la vie vous aime et vous le renvoie. Probablement. Oui, non, c'est bien. C'est un bon conseil. C'est un give and take. Absolument. Merci beaucoup, merci Viviane. Merci François.